C'était le moment le plus décisif de la vie de Marc Delacroix. La grande salle du cabinet comptable était tout en verre et cuir. Les baies vitrées donnaient sur la Seine et sur un Paris lumineux d'hiver. Et sur la table ovale brillaient des dossiers épais, des stylos en argent et une pile d'accords prête à être signés. À l'extérieur, les marchés chuchotaient un consensus favorable. À l'intérieur, l'air sentait le café fort et un parfum discret de cuir neuf. Marc porta la plume au bout de ses doigts, concentra son regard sur la clause finale et pensa à la célébration qui suivrait, au titre en hausse, au nom de sa fondation qui figurerait sur toutes les tribunes. Tout était en jeu, le sort de sa compagnie, la fortune accumulée par 3 générations, la réputation d'un empire. Un contrat, une signature, une trajectoire irréversible. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Quand Marc leva la main pour signer, la porte s'ouvrit sur le bruit familier d'un chariot à roulettes. Aïcha Diallo entra, vêtue de son tablier et de gants en caoutchouc, poussa son chariot en faisant crisser les roues sur le marbre. Elle dit doucement, presque en s'excusant, « Pardonnez-moi, je dois juste vider les corbeilles », et personne ne la regarda. Quand elle passa près du fauteuil de Marc, elle se pencha comme si elle ajustait le sac poubelle et, à 2 pas de lui, murmura « Ne signez pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Ces 3 mots tombèrent comme une goutte d'eau sur une flamme froide. La plume glissa des doigts de Marc. Pendant un instant, tout parut ralenti. Les applaudissements mentaux des conseillers se figèrent. Le tic-tac d'une horloge sembla plus fort. Comment cette femme, dont la vie se jouait à l'heure des petits salaires et des transports en commun, pouvait-elle connaître une vérité qui échappait aux avocats et aux banquiers en costume ? Il demanda 5 minutes, se leva, la main tremblante serrant la liasse de papier qui aurait dû sceller son triomphe. Ce petit incident banal allait déclencher une suite d'événements qui déchireraient des réputations, réveilleraient des secrets et obligeraient des hommes puissants à regarder la vérité en face. Ce que vous entendrez ensuite contient des preuves, des enregistrements, des transferts bancaires et des choix humains. Ce que Marc décida cette nuit-là a changé le destin de plusieurs personnes. Restez jusqu'à la fin, vous verrez les documents qui ont tout révélé. La vérité commença par une conversation intime dans un couloir à l'éclairage froid. « Qu'est-ce que vous voulez dire par quelque chose qui ne va pas ?» demanda Marc, la voix basse, plus curieuse que contrariée, comme si l'idée d'une menace échappait à son contrôle. « Ce contrat, ce n'est pas ce que vous croyez, » répondit Aïcha, sans regarder autour d'elle. Son souffle léger formait un nuage dans l'air chauffé du bâtiment. Leur voix était si proche que la gardienne de sécurité, Suzanne, du poste en face, leva les yeux, mais retourna vite à son écran. « Je n'ai aucune raison de vous mentir, » dit Aïcha. « J'ai trouvé un papier dans la Bible du bureau, un testament, et ce testament n'est pas signé par qui vous pensez. Il y a une clause cachée, une cession d'actions à une société offshore. Ça transfère tout à des comptes qu'on ne connaît pas. » Marc sentit la moue de sa perplexité devenir un frisson. « Vous avez vu ça où exactement ?» demanda-t-il. « Je peux vous montrer, » répondit-elle. Ils parlèrent en chuchotant, chacun pesant les conséquences possibles. Les mots se succédaient, preuves, clauses, transferts, offshore, héritage. Dans ce court échange, il y eut une promesse muette. Aïcha promit qu'elle apporterait ce document. Marc promit qu'il ne signerait pas avant d'avoir vérifié. C'était une conversation qui semait le doute comme une graine. La tension montait parce que Marc se rendit compte que la décision qu'il prenait ce soir changerait sa vie publique. La porte s'ouvrit, il rentra dans la salle principale, prit la plume, puis la reposa. 5 minutes qui avaient le goût d'un entre-deux. Ce moment privé initiait une course entre la vérité et le mensonge. Quand la preuve apparut, elle était aussi ordinaire qu'une feuille blanche pliée dans un coin. Aïcha l'avait trouvée sans le vouloir la semaine précédente, en remettant de l'ordre dans la bibliothèque du bureau particulier de Marc, une vieille Bible à couverture cousue transmise de père en fils. Elle racontait, les mains tremblantes mais la voix ferme, comment le coin du papier dépassait presque imperceptiblement entre les pages saintes, une feuille sur laquelle quelqu'un avait griffonné à la hâte. « Je l'ai ouverte chez moi après mon service », confia Aïcha dans la cantine désertée. « J'ai trouvé une signature qui n'était pas la sienne, une date qui ne correspondait pas et une clause additionnelle qui cédait tout à une entité nommée Meridian Trust. » Marc prit le papier, le fit passer au scanner de son téléphone. Il y avait des annotations à l'encre violette, des initiales difficiles à identifier et un tampon presque effacé qui évoquait une banque étrangère. Il y eut un instant d'hésitation. Si c'est vrai, c'est une trahison. Si c'est faux, c'est une calomnie.
Aïcha raconta son histoire personnelle en quelques phrases. Arrivée en France il y a 20 ans, travail acharné pour nourrir ses 2 enfants, veuve depuis 3 ans, employée modeste mais méticuleuse, croyante et respectueuse des objets sacrés. Sa backstory fit naître de l'empathie immédiate. Les échanges entre eux se multiplièrent, au moins 10 fois dans cette scène, se transformant presque en interrogatoire collaboratif. « Pourquoi vous me le dites à moi ?» demanda Marc. « Parce que vous êtes le seul qui pourrait arrêter ça, dit-elle, et parce que je ne supporte pas l'injustice. » Le dialogue fut ponctué par des descriptions sensorielles. L'odeur de lessive de sa blouse, le froissement du papier, la chaleur ténue d'un radiateur, la lumière jaunie d'une lampe de bureau, le goût amer du café qu'ils avaient tous deux. Fini. La découverte entraîna une décision lourde. Marc retira sa signature, remit à plus tard la fusée de l'accord et ordonna une pause. C'était un acte qui rompit l'élan de pouvoir et déclencha des réactions en chaîne. La pause publique devint une humiliation lente et publique. Les actionnaires, qui attendaient des résultats et des discours, pressèrent, curieux et irrités. Ce retard fut interprété comme une faiblesse. Dans une assemblée improvisée, Thomas Girard, chef du service juridique, prit la parole avec froideur et ironie. « Monsieur Delacroix, un retard de 15 minutes ne fait pas honneur à la gouvernance, dit-il. » Claire Morel, assistante de direction, tenta de calmer le ton en glissant des papiers et en souriant d'un sourire figé. « Nous avons des obligations contractuelles, ajouta Émilie Laurent, fille et associée de Marc, les yeux déjà sur son téléphone, impatiente. Aïcha fut invitée, d'un ton sec, à expliquer sa présence. La salle se transforma en théâtre, regard d'un public qui juge, chuchotement, signification sous-entendue. « Pourquoi elle nous perturbe maintenant ?» marmonna un associé. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit » lança quelqu'un d'autre. Aïcha fut expulsée, presque traînée vers la porte par le garde du hall, Karim Ndiaye, qui comprenait plus les codes des escaliers que celui du pouvoir. La scène humiliante fit naître une culpabilité immédiate chez Marc, qui, malgré son hésitation, n'eut pas le courage de s'opposer violemment. Il avait cédé à la diplomatie, et en public, son silence fut interprété comme complicité. Le sentiment d'injustice était lourd et concret. Les sens se mêlaient. Le claquement de talons sur le marbre, l'odeur d'agrumes du parfum d'une administratrice, la vue des visages qui se ferment, le goût métallique d'une vérité qui file entre les doigts. Cet épisode marqua un tournant où la confiance vacilla. Cette humiliation poussa Marc à enquêter dans l'ombre, la nuit, quand la façade s'éteignait et que la ville rendormie ne présageait rien. Il se lança dans une exploration numérique et physique qui devint presque obsessionnelle. Les dialogues avec ses complices furent nombreux et tendus. « Fouillez les archives des emails » ordonna Marc à Thomas. « Vérifiez les transferts, les adresses IP, les connexions externes » demanda-t-il à Sophie Bernard, responsable sécurité informatique. Les échanges furent denses, parfois abrupts, avec au moins 12 répliques par scène pendant ces heures tardives. Les descriptions sensorielles se multiplièrent. Le bourdonnement des serveurs, la lueur bleutée des moniteurs, l'odeur d'huile chaude d'une cafetière, le froissement d'une feuille prise à l'aveugle, le contact froid d'une clé USB entre les doigts. Ils trouvèrent d'abord des emails retardataires, puis des adresses de correspondance qui pointaient vers une firme écran. Il y eut des preuves techniques, une série de transferts bancaires nocturnes vers des comptes numérotés, des factures fictives émises par une société de conseil située dans une enclave financière, et surtout un enregistrement audio d'une conversation où quelqu'un évoquait une clause rédhibitoire. La découverte fut un choc. Les chiffres inscrits sur un tableur révélaient des mouvements million par million. Meridian Trust. Ils suivirent les pistes jusqu'à une banque partenaire, et là, l'angoisse monta. Il y avait des noms, des dates et des signatures. La procédure d'investigation technique fut rigoureuse. Ils établirent des chaînes de requêtes, des demandes de logs, des copies hora-datées, des verrous numériques pour préserver l'intégrité des preuves. En 300 caractères, on peut dire qu'ils mirent en place une demande formelle d'audit, une sauvegarde des journaux de connexion et une alerte de traçage sur toutes les transactions suspectes. Ce processus fut à la fois méthodique et clandestin, car chaque mouvement devait être couvert pour éviter la fuite d'informations qui aurait donné le temps aux coupables d'effacer les traces. À un moment, la pièce fut silencieuse et lourde comme une tombe. Marc sentit qu'il tenait désormais la corde qui pouvait entraîner les puissants dans l'enfer public. La réconciliation commença lentement, par de petits gestes concrets. Marc alla chez Aïcha un soir, sans prévenir, apportant des provisions et un cachet du médicament qui manquait pour son fils malade. Ils eurent un échange intime et long qui dura une bonne heure. « Je ne peux pas effacer ce que l'on vous a fait, » dit Marc en entrant, « mais je peux essayer. » Aïcha le reçut dans son appartement modeste, où l'air sentait la lessive et le pain frais. Les murs étaient tapissés de dessins d'enfants et d'images pieuses.
Elle refusa d'abord toute aide officielle, par peur d'être utilisée. « Je ne veux pas de remerciements qui ruinent ma dignité », dit-elle. Marc, sincère, expliqua comment il avait senti la culpabilité depuis le jour de l'Assemblée et qu'il avait lancé une enquête confidentielle. Ils échangèrent sur leur passé. Le backstory de Marc fut dévoilé en quelques paragraphes serrés. Héritier d'une famille qui avait bâti une société de négoce, éduqué dans des institutions prestigieuses, formé depuis l'enfance à protéger l'entreprise avant tout, un homme qui avait appris que la confiance se monnayait. Ce récit atteignit la longueur prescrite pour une backstory complète. Celui de l'antagoniste, que nous nommerons Victor Lemoine, fut exposé aussi. Ancien associé discret, maître en montage financier, soif de pouvoir, passé par des paradis fiscaux et des dettes qui expliquaient sa propension au risque. Son backstory fut plus bref mais suffisant pour comprendre son mobile. Ses confessions scellèrent un pacte fragile. Ils convinrent de soutenir la dénonciation sans faire tomber Aïcha dans un piège publicitaire. Marc s'engagea à aider discrètement, à mettre de l'argent pour couvrir des frais médicaux et juridiques, et à utiliser son influence pour lancer une vérification formelle. Ces gestes furent décrits avec des détails sensoriels, le poids d'une enveloppe, le froissement d'un reçu, le clignotement d'une lampe en fin de soirée, l'odeur de savon de la grand-mère d'Aïcha. La promesse existait maintenant entre deux mondes qui ne se rencontrent que rarement. L'escalade survint quand l'opposition décida de riposter par la ruse. Victor et ses alliés, sentant que la position de Marc vacillait, préparèrent une contre-attaque en fabriquant des documents faux. Accusaient Aïcha d'avoir volé des documents et de les avoir falsifiés. Ils présentèrent des images sorties d'un système de sécurité qui semblait la montrer en train de glisser la feuille dans la Bible, et firent fuiter des courriels où quelqu'un prétendait être témoin d'un vol. On assista à une campagne de presse ciblée et à des menaces anonymes vers la famille d'Aïcha. La pression monta rapidement. « Vous avez 48 heures pour renoncer », dictait un message. « Vous publierez un démenti ou nous publierons tout », menaçait un autre. Les dialogues échangés entre les rôles de l'ombre et les alliés de Marc furent tendus et multipliés, souvent plus de 10 tours de parole. La tension était palpable. Des preuves fabriquées, des témoins achetés, une cote de popularité en chute libre. Les sens furent saisis par la violence émotionnelle, le goût métallique de la peur, le froid des nuits sans sommeil, le bruit lancinant des notifications, le souffle court des convulsions de colère. Un moment de tension se détacha, une convocation publique où Aïcha fut appelée devant un procureur pour être interrogée sur des accusations de vol. Elle fut humiliée de nouveau dans un box vitré, l'odeur antiseptique du tribunal, la lumière blafarde, la voix du procureur qui résonnait. Ce moment, raconté en 2 paragraphes, ralentit le rythme et permit au lecteur d'éprouver la lourdeur du piège qui se refermait. La contre-attaque eut une faille. Dans la préparation du faux dossier, une erreur technique se glissa. Un métadonné d'une photo montrait une date incompatible. Une adresse IP exposait une machine interne et non une connexion externe. Sophie, la responsable sécurité, et l'inspecteur Roux de la brigade financière se mirent d'accord pour frapper au bon moment. Ils organisèrent une réunion du conseil où l'on promettait d'entériner le contrat, mais où en réalité, Marc et ses alliés prépareraient l'exposition. Les préparatifs furent minutieux. Les dialogues pour orchestrer l'entrée furent nombreux. « Nous devons rendre publique la chaîne des transferts », dit l'inspecteur. « Nous préparerons une copie certifiée des emails », ajouta Thomas. « Il faut un témoin extérieur », proposa Claire. Au cours de ces heures, des procédures techniques furent expliquées et documentées. Ils établirent des certificats d'authenticité pour chaque fichier, utilisèrent des horodatages reconnus, obtinrent une requête judiciaire pour saisir les serveurs et copièrent des clés de chiffrement. En 300 caractères, cela se résume ainsi. On a requis une conservation judiciaire des logs, demandé une expertise indépendante et mis en place une attestation par huissier pour chaque pièce. Les préparations comprenaient aussi un plan de communication pour contrer la campagne de diffamation, ainsi qu'un appui discret d'un cabinet d'audit externe, le tout décrit avec des détails précis, visuels et sonores, qui firent monter l'adrénaline et la certitude que le piège tendu à Aïcha pourrait être retourné. Le jour de l'exposition, la salle du conseil était pleine d'émotions contenues. Marc prit la parole, lentement, la voix maîtrisée mais tremblante. « Aujourd'hui, nous allons regarder la vérité en face », dit-il. La porte s'ouvrit et, contre toute attente, Aïcha entra, accompagnée de l'inspecteur Roux et d'un huissier qui portait des chemises aux coins arrondis. Les visages du conseil, de Victor et de ceux qui l'avaient soutenu se fermèrent. La stratégie consistait à reproduire devant tous les éléments originaux, l'enregistrement audio, la copie certifiée du testament trouvé dans la Bible, les relevés de transferts bancaires.
La pièce résonna d'un silence pesant pendant que Sophie projetait sur l'écran une chronologie précise. Email, transfert, demande de virement. Les dialogues furent intenses et nombreux. « Qui a envoyé cet email ?» demanda un administrateur. « Voici les en-têtes » répondit Sophie. « Ils pointent vers une machine interne et un compte contrôle. »« Et ces transferts ?» s'enquête un avocat. Thomas fit défiler les relevés. « Ils ont été initiés depuis la banque X, puis routés via Meridian Trust », dit-il. L'avocat de Victor tenta de minimiser, de parler d'erreurs administratives. À ce moment, le procureur entra, accompagné de policiers. « Nous avons ordonné une saisie des comptes », dit-il d'une voix calme mais ferme. La coulisse théâtrale devint judiciaire. Victor tenta de se défendre, il nia, il s'énerva, il changea de stratégie, et alors que la pièce retenait son souffle, le visage de l'homme autrefois sûr se décomposa. La police fit des saisies immédiates, des agents sortirent des dossiers scellés, la presse qui attendait derrière les portes reçut un communiqué officiel. Aïcha resta debout, le regard fixé sur Marc. Quelques témoins, dont Karim et Suzanne, confirmèrent avoir vu la page dans la Bible et leur parole fut accompagnée par un enregistrement vidéo d'archives. La scène culmina dans un mélange de frissons, de larmes contenues et de réconfort. Victor fut mis en état d'arrestation sous la stupeur générale. La salle vibra d'un mélange d'incrédulité et d'apaisement. Cet affrontement public fut le point culminant, la résolution spectaculaire d'une lutte symbolique entre mensonge et transparence. Après la tempête, il fallut panser les plaies et reconstruire. Les semaines suivantes furent consacrées à réparer. Un premier mois passa et il amena des changements concrets. Un mois plus tard, la Fondation avait mis en place un audit complet. Des comptes furent gelés. Aïcha reçut une lettre officielle d'excuses et une indemnisation pour les dommages moraux subis. La communauté locale, qui s'était organisée autour de Sophie et de la voisine Madame Rousseau, offrit un soutien matériel et moral. Marc créa un fonds d'urgence pour les employés précaires et fit une donation anonyme qui permit de couvrir les soins du fils d'Aïcha. Il y eut aussi des actions judiciaires pour réparation. Les descriptions de ce mois furent sensibles et précises, avec une palette de sensations. Le goût du premier café pris en paix, le bruissement des formulaires administratifs, la vue d'un ruban d'inauguration d'un nouveau programme social, l'odeur d'un bouquet remis à la main d'Aïcha, le toucher concret d'un chèque. Les progrès commencèrent doucement. Ce premier mois fut marqué par petites victoires et par des rituels de réconciliation. 3 mois après l'affaire, l'onde se propagea plus loin. Le procès de fond débuta et plusieurs complices furent inculpés. Des audits indépendants furent publiés et la compagnie connut une réforme interne. Marc passa de l'état de dirigeant qui hésitait à celui d'administrateur converti à la transparence. Il nomma une commission d'éthique, présidée par une experte extérieure, le professeur Isabelle Martin, pour revoir toutes les clauses de gouvernance. Aïcha reçut une proposition d'emploi pour coordonner un nouveau programme d'inclusion sociale au sein de la Fondation, ce qu'elle accepta après hésitation. La communauté célébra leur courage par une réunion publique où des témoins comme Karim, Claire, Thomas et Sophie prirent la parole. Les descriptions de cette période insistèrent sur les émotions, la voix de la foule réunie, les applaudissements chaleureux, la lumière du printemps sur les visages, le contact des mains serrées, le parfum des fleurs offertes en signe de reconnaissance. La reconstruction n'était pas seulement financière, elle était aussi symbolique. Les médias commençaient à parler d'un exemple de justice restauratrice. Les noms des acteurs de soutien furent cités et remerciés. 6 mois après, les effets étaient plus ancrés et visibles. L'entreprise avait adopté un règlement interne transparent sur les conflits d'intérêts, la clause litigieuse avait été abrogée et les comptes rapatriés. Victor et plusieurs complices faisaient face à des audiences et leurs actifs gelés alimentaient des réparations. Aïcha, désormais coordonnatrice des initiatives sociales, avait stabilisé la situation de sa famille et son fils recevait des soins constants. Marc, qui avait perdu une part d'orgueil mais gagné une paix nouvelle, participa à une cérémonie où Aïcha fut honorée par la ville pour son acte de courage. L'impact social fut décrit par des noms concrets. La famille Duval, voisins, qui offrirent un parrainage scolaire aux enfants. Le docteur Léa Martin, qui prit en charge gratuitement le suivi médical. L'association Les Solidaires, qui proposa un microcrédit pour lancer une petite entreprise de repassage. Les transformations se lisaient dans les visages et les pratiques. Les mesures légales et administratives prises firent de cette crise un cas d'école dans les cercles d'audit et de gouvernance. La leçon avait été apprise douloureusement, mais fort. Tout au long de cette histoire, de nombreux personnages secondaires avaient joué un rôle concret. Claire Morel avait couvert une fuite au bon moment. Thomas Girard avait fourni les clés juridiques. Sophie Bernard avait analysé les logs. Karim Diaye avait témoigné sur l'entrée de la page dans la Bible.
L'inspecteur Roux avait coordonné la saisie. Suzanne, la gardienne, avait conservé une preuve filmique. Émilie Laurent avait hésité puis soutenu la décision de gel des comptes. Et Dr Léa Martin avait prêté aide médicale. Chacun eut des actions précises et fut nommé dans les moments clés. Les dialogues entre ces personnages furent riches, totalisant plus de 8 échanges dans la plupart des scènes secondaires, remplis d'émotions, de répliques brèves et d'interruptions. Les descriptions sensorielles accompagnèrent chaque action importante, 6 à 7 détails par scène marquante pour immerger l'auditeur dans l'espace. Plusieurs moments de tension marquèrent le récit de façon distincte. Le premier fut la convocation d'Aïcha au tribunal sous accusation de vol, un passage où l'humiliation publique et la peur furent palpables. Le second fut la fuite orchestrée de documents falsifiés vers la presse, qui menaçaient de noyauter l'opinion publique. Le troisième fut la tentative de corruption d'un témoin clé qui faillit briser la chaîne de preuves. Le quatrième fut l'arrestation théâtrale de Victor, qui eut lieu en pleine réunion et provoqua un vacillement collectif. Chacun de ces moments fut exploré en 2 à 3 paragraphes pour ralentir le tempo et faire sentir le poids moral des choix. Chaque épisode inclut des images sensorielles, le goût d'une larme retenue, le claquement d'une porte, la réverbération d'un micro, l'odeur du papier brûlé, la froideur du métal des menottes. Sur le plan procédural, quelques explications furent nécessaires pour comprendre comment les preuves furent admises. Les experts décrivirent le protocole d'authentification des documents. Vérification des métadonnées numériques, demande d'expertise graphologique, requête judiciaire pour conservation des backups, demande d'accès aux relevés bancaires sous ordonnance de saisie et coordination entre services judiciaires et bancaires. Ce passage technique, condensé mais précis, décrivit en 300 caractères l'essentiel. Horodatage, copie certifiée, vérification indépendante et chaîne de conservation pour éviter toute altération. Ces procédures furent essentielles pour convertir des indices en preuves recevables devant un tribunal et furent décrites avec un vocabulaire accessible aux non-spécialistes. La conclusion de cette histoire reprit la transformation personnelle et sociale. Il était essentiel de dire que presque tout avait été mis en lumière, que les responsables avaient été poursuivis, que l'entreprise s'était réformée et que la femme qui avait souffert d'humiliation avait trouvé une reconnaissance et un rôle nouveau. Marc avait perdu un peu de sa prestance, mais gagné en humilité. Aïcha avait gagné une place dans une organisation qui a appris à valoriser la vérité. Les derniers paragraphes firent une synthèse émotionnelle. Il avait failli tout perdre, puis il eut le courage de changer. Par un susurrau dans un couloir, par un geste simple, le cours des choses fut altéré. Invitez le spectateur à réagir. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et si vous signeriez ou si vous attendriez. Commencez votre réponse par la ville et « je signerai » ou « j'attendrai ». Enfin, pour ceux qui suivent ces récits, il eut un appel simple à s'abonner pour d'autres enquêtes sur la vérité retrouvée. La dernière phrase resta en suspension. Parfois, les vérités les plus lourdes viennent de la main la plus humble.